Un électron, au sens de la mécanique quantique, est à la fois une particule et une onde. Et la lumière, au sens de la mécanique quantique, est à la fois une onde et une particule. Et ça, c'est très difficile à comprendre, et je vais essayer de vous le montrer dans une première partie de cet exposé. Et puis, il y a un deuxième point qui a été soulevé par Einstein et ses collaborateurs Podolsky et Rosen en 1935. Einstein, Podolsky et Rosen ont découvert que la mécanique quantique prévoyait, dans certaines situations très rares, que deux particules pouvaient avoir des corrélations, j'essaierai d'expliquer ce mot plus tard, des corrélations absolument impossibles à comprendre dans le cadre conceptuel qu'on avait jusque-là. Et ça a été un long débat de savoir si ces corrélations prévues par la mécanique quantique, absolument bouleversantes, il me semble, pour un esprit habitué à des images traditionnelles, est-ce que ces corrélations, on peut ou non les observer dans la nature? Et ça, c'est ce qui a été l'objet des expériences qui ont été menées, je dirais, dans les 2 dernières décennies du XXe siècle. Donc je vais commencer d'abord par revenir sur quelque chose qui normalement est bien connu, mais pourtant je pense qu'on peut toujours y revenir, c'est toujours aussi étonnant, c'est la dualité onde-corpuscule. Et je vais vous décrire pour cela une expérience qui a été faite il y a une vingtaine d'années par un de mes étudiants, Philippe Grangier, alors qu'il faisait sa thèse d'État à l'Institut d'optique. Et dans cette expérience, nous avons envoyé de la lumière issue d'une source un peu particulière, c'était en cela que cette expérience était intéressante, je vais en dire un mot tout à l'heure, sur une lame séparatrice. Une lame séparatrice, c'est un morceau de verre qui transmet une partie de la lumière et qui réfléchit une partie de la lumière. Et dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis 2 détecteurs derrière la lame séparatrice. Vous avez dans un faisceau transmis, un faisceau réfléchi, je mets un détecteur ici et je mets un détecteur là. Alors ces détecteurs sont un petit peu particuliers, ils sont extrêmement sensibles et il y a des électrons qui sont émis sous l'effet de la lumière et ces électrons, on peut les compter un par un. On dit qu'on fait une détection en comptage. On peut même dire en comptage de photons. Alors qu'est-ce qu'on observe? Eh bien on observe ici, vous avez des impulsions électriques et vous avez un compteur qui permet de compter les impulsions électriques. On en compte 1 million par seconde. Et puis, si la lame séparatrice a un coefficient de transmission de 50% et de réflexion de 50%, eh bien, vous avez le même flux lumineux d'un côté et de l'autre, dont vous comptez en moyenne 1 million par seconde ici et 1 million par seconde là. Jusque-là, absolument rien de bouleversant. Si vous vous représentez la lumière comme une onde, il n'y a pas de problème. Il y a ici un faisceau, une onde qui a une certaine intensité. Elle déclenche un certain taux de comptage. Vous avez ici une onde qui a la même intensité. Elle déclenche un autre taux de comptage. Là où les choses sont devenues un peu surprenantes, pas vraiment surprenantes, on s'y attendait, c'est qu'on a mis ici un compteur de coïncidence. Qu'est-ce qu'un compteur de coïncidence? C'est une espèce d'horloge extrêmement précise qui est capable de vous dire si 2 détections ont lieu exactement en même temps ou pas exactement en même temps. Alors vous allez me dire, que veut dire exactement? Eh bien ici, en l'occurrence, nous avions une résolution de 5 nanosecondes, 5 milliardièmes de seconde, et on pouvait dire que 2 détections avaient été faites avec un intervalle de temps plus petit que 5 nanosecondes. Dans ce cas-là, on enregistrait quelque chose ici. Si on avait une détection ici, à un certain instant, une détection là, un peu plus tard, avec un intervalle de temps plus long que 5 nanosecondes, alors on ne détectait rien au niveau des coïncidences. Alors si on a une vision ondulatoire de la lumière, on a ici un certain flux, on a ici des impulsions qui sont émises régulièrement, et puis ici on a un autre flux, des impulsions qui sont émises régulièrement, et il n'y a pas de raison pour que de temps en temps, par chance, mais on sait calculer la probabilité de cette chance, il n'y a pas de raison pour que de temps en temps, on n'ait pas une coïncidence entre les 2 coups. Il peut très bien arriver qu'une détection ici et là soit simultanée. Et on sait calculer quel est le taux de détection en coïncidence que l'on attend si les choses se passent de cette façon, avec un flux régulier, indépendant d'un côté et de l'autre. Et ce que nous avons observé, avec une source très particulière que nous avions développée pour l'occasion, ce que nous avons observé, c'est qu'il n'y avait jamais aucune coïncidence ici. Autrement dit, on ne pouvait pas se représenter la lumière arrivant ici comme une espèce de flux qui se coupe en 2
et puis des détections en permanence ici, en permanence là, de telle sorte que de temps en temps, on a détecté des deux côtés. On était obligé de se représenter la lumière qui arrivait ici comme formée de grains, de photons, qui vont soit tout droit, soit sont réfléchis. Mais ils ne sont pas coupés en deux. Donc, les uns vont ici, les autres vont là, et ils sont bien séparés dans le temps. Nous avions développé cette source spécialement à cet effet. C'était ce que nous avons appelé une source de photons unique. Les photons sont émis un par un, de façon bien séparée dans le temps, et donc les photons soit vont tout droit, soit sont réfléchis, ils ne sont jamais coupés en deux. Et vous voyez qu'on est obligé de renoncer à l'image d'onde. Une onde, encore une fois, c'est quelque chose qui peut se couper en deux sans difficulté. Là, les photons, les grains de lumière, ne peuvent pas se couper. Soit ils vont tout droit, soit ils sont réfléchis. Donc, cette expérience nous a montré que la source particulière que nous avons construite émet de la lumière dont les propriétés apparaissent manifestement corpusculaires. Dans un deuxième temps, nous avons enlevé les compteurs qui étaient là, et nous avons remplacé, tout en gardant la même source et la même lampe semi-réfléchissante, nous avons modifié l'appareil de la façon suivante. Nous avons rajouté 2 miroirs, un premier miroir ici, un deuxième miroir là, et recombiné les 2 faisceaux lumineux sur une deuxième lame semi-réfléchissante qui est ici. Ceux d'entre vous qui ont déjà vu un schéma d'interféromètre reconnaissent ici un interféromètre de Mach-Zehnder. Ici, je combine, si je reprends une représentation ondulatoire, l'onde se coupe en deux, une partie de l'onde voyage de ce côté, l'autre partie voyage de l'autre côté, ces 2 ondes se recombinent sur la lame semi-réfléchissante, et si je regarde par exemple la sortie horizontale ici, eh bien j'ai une onde qui est passée par le haut, une onde qui est passée par le bas, les 2 ondes s'ajoutent, et donc si on croit à l'image onde, on va observer des interférences. On doit observer que le taux de comptage ici, ou le taux de comptage dans l'autre voie, dépend de la différence entre les 2 chemins ici. Lorsque la différence entre les 2 chemins va être égale à exactement une longueur d'onde, les 2 ondes vont arriver en phase et je vais observer un signal. Si au contraire la différence entre les 2 voies est égale à une demi-longueur d'onde, les 2 ondes vont arriver en opposition de phase, elles se neutralisent, on a une interférence destructive et on n'observe rien. Nous avons fait l'expérience et voilà le résultat. Alors on a fait l'expérience avec des rythmes plus ou moins élevés. Lorsque le taux de comptage est tellement faible qu'on n'observe que quelques coups, il est difficile de voir quelque chose. Mais si on attend suffisamment longtemps pour que, à chaque position des miroirs, on a un signal significatif, alors voilà ce qu'on observe. Dans l'une des voies, voilà le nombre de coups que je détecte en 10 secondes à chaque position du miroir. Et on voit que lorsque le miroir est ici, à cette position-là, eh bien on n'observe rien, c'est une interférence destructive, alors que quand le miroir s'est un tout petit peu déplacé, il s'est déplacé en l'occurrence d'une fraction de micromètre, alors là on a un signal qui est maximal, l'interférence est constructive. Je déplace le miroir un petit peu, l'interférence est destructive, elle est constructive. Ici, j'ai la deuxième sortie. Une sortie horizontale, la sortie verticale. Et la théorie montre que lorsque l'interférence est destructive d'un côté, elle doit être constructive de l'autre. Vous voyez bien que ça correspond à la 3e graduation, ici, voilà, c'est constructif, et ici c'est destructif. Donc, cette expérience me montre que la lumière qui est émise par ma source, ici, se comporte bien comme une onde, c'est-à-dire elle se comporte comme une onde qui se partagent en 2, qui se recombinent, et c'est pour ça que lorsque la différence des chemins, du chemin qui est en haut et du chemin qui est en bas, lorsque la différence des chemins est égale à une longueur d'onde entière, l'interférence est constructive, lorsque c'est égal à une demi-longueur d'onde, l'interférence est destructive. Donc cette expérience me prouve que la lumière est une onde. Oui, mais l'expérience précédente me disait qu'il y avait quelque chose qui allait soit en haut, soit en bas, mais jamais des 2 côtés à la fois. Eh bien, le problème de la dualité onde-corpuscule, il est là. Il est dans le fait que la même source et la même lame séparatrice, suivant que je mets cet appareil-là derrière, ou l'autre appareil, l'interféromètre, eh bien, dans un premier cas, on est conduit à se le représenter comme émettant des grains qui ne peuvent pas se couper en 2, des corpuscules, alors que dans le deuxième cas, on est conduit à se le représenter comme émettant une onde continue qui se coupe en 2 et qui vient se recombiner et interférer.
Le problème conceptuel que cela porte, c'est qu'on n'arrive pas à réconcilier les deux concepts. Une chose doit être une onde et se couper en deux, ou un corpuscule, aller soit d'un côté et de l'autre. Comment est-ce que ça peut être les deux à la fois? Eh bien, c'est l'un des problèmes de base de la mécanique quantique. Tout ce que je peux vous dire sur le sujet, c'est que je ne connais pas d'image raisonnable qui puisse rendre compte de cette chose-là. En revanche, le formalisme mathématique de la mécanique quantique, lui, est parfaitement capable de rendre compte des deux choses à la fois, mais tout le problème, c'est que ce formalisme mathématique, on ne sait pas en faire d'image. Alors si vous pensez